Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir à partir du café Le Troisième Lieu dans le Vieux-Longueuil, alors sur la rue Saint-Jean, pour cette deuxième rencontre Facebook en direct de la campagne électorale où je réponds à vos questions. Alors, vous pouvez me les poser dans les commentaires de la vidéo, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir y répondre. Je trouve ça important qu'on puisse toujours avoir ces canaux de communication durant la campagne électorale parce que je suis certaine que vous avez toutes sortes d'interrogations, que ce soit à propos de la dynamique de la campagne, à propos de ma candidature, de mes projets pour la circonscription de Marie-Victorin ou encore plus globalement sur les engagements du Parti québécois. Et moi, je vous dirais que je suis extrêmement motivée, plus que jamais dans cette campagne-là, parce qu'on sent réellement le vent tourner sur le terrain. Vous l'aurez certainement vu sur ma page Facebook dans les derniers jours. J'ai partagé des articles, j'ai partagé des extraits aussi de ce qu'on a pu entendre dans les médias et qui ont fait en sorte vraiment de montrer à quel point les gens sont en train de se tourner vers le Parti québécois. Parce qu'on sait, bon, avec les différents débats qui ont eu lieu dans les dernières semaines et dont Jean-François Lisée, notre chef, est ressorti gagnant, ça a vraiment montré à quel point c'était notre chef qui avait le plus la stature d'un homme d'État. C'est lui qui a la plus grande crédibilité pour devenir premier ministre. Et moi, je suis donc très fière de faire partie de son équipe, de l'équipe du Parti québécois, qui est un grand parti qui est présent dans l'ensemble de nos régions. Je vous dis, on a les meilleurs militants aussi. On est plus de 80 000 à travers le Québec. Et c'est nous qui faisons rouler la campagne partout dans chacune de nos circonscriptions. On a des vrais bénévoles. Et d'ailleurs, hier, ça me faisait bien rire parce que Mario Dumont est allé faire une visite surprise dans des locaux électoraux de la campagne électorale dans Taillon. Et il l'a lui-même dit, c'est vraiment juste au local de ma collègue Diane Lamar, donc du Parti québécois, qu'il y avait du vrai monde, qu'il y avait des vrais militants qui travaillaient pour vous contacter, à faire soit du téléphone, on fait aussi beaucoup de porte-à-porte pour vous rencontrer, prendre votre pouls, savoir ce que vous pensez à l'approche des élections le 1er octobre. Alors, on est à l'avant, on est motivé, on est présent sur le terrain et c'est pour ça qu'on est aussi enthousiaste à poursuivre. Il reste seulement 12 jours, ça va passer extrêmement vite. Alors, le message que je veux aussi vous lancer ce soir, c'est qu'on a besoin de vous. Hein? Si vous avez une journée, 1 heure, 2 heures, c'est pas grave. Vous pouvez nous aider à faire la différence. C'est pas obligé d'être un engagement pour les 12 jours qui restent de la campagne, non. Si vous venez seulement 1 heure nous appuyer, ça fait la différence. Je vous dis, vous seriez surpris de voir le nombre de gens qu'on est capable de convaincre en 1 heure. Alors, si vous avez envie de vous impliquer pour la campagne électorale, peu importe où vous habitez au Québec, je vous invite à m'écrire en message privé pour que je puisse vous donner les coordonnées des gens à contacter dans votre région, dans votre circonscription, pour qu'à votre façon, vous puissiez aussi, à la hauteur de vos moyens, appuyer la campagne du Parti québécois. Parce que cette campagne-là, elle ne se gagne pas seulement avec nous, les députés, les candidats, mais elle se gagne avec les gens sur le terrain. Puis c'est vraiment la force du nombre qui va faire la différence. On sait qu'il y a de plus en plus d'indécis, hein? C'est ça que les derniers sondages nous ont montré. Les gens sont ébranlés. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient voter pour la CAQ au début de la campagne électorale qui se rendent bien compte que M. Legault n'est pas du tout prêt à devenir premier ministre avec ses tergiversations, notamment sur les questions de l'immigration. Ça a secoué beaucoup de gens qui se questionnent actuellement sur ce qu'ils font. Alors nous, notre rôle, c'est de les convaincre. Donc, non seulement notre chef les convainc par ses performances superbes en débat qu'on aura l'occasion de voir encore à nouveau ce jeudi à 20h, donc demain soir sur les ondes de TVA. Je vous invite évidemment à regarder ça en grand nombre. C'est clair que ça va être intéressant et pertinent à écouter. Mais donc, non seulement notre chef nous convainc, mais aussi on a des gens très ancrés sur le terrain qui portent des idées qui vont faire une différence importante au niveau local. Et ça, c'est aussi important que ça puisse être reconnu. Alors moi, c'était mon petit message d'introduction pour vous. On a besoin de votre appui. Alors écrivez-moi et ça me fera un très grand plaisir. Mais maintenant, j'aimerais quand même qu'on prenne du temps là, pour vos questions. Et donc, je vous réitère mon message. Vous pouvez toujours m'en envoyer dans les commentaires. Mais j'en ai eu quelques-unes depuis ce matin lorsque j'ai publié sur ma page
que je tiendrais mon assemblée en direct ce soir. Vous avez été quand même nombreux à m'écrire sur toutes sortes de sujets. Mais je vais commencer avec M. Sylvain Foisy, en fait, qui me posait une question sur l'indépendance. Il y a aussi Dima Moz qui me dit qu'il y avait la même question. Et il y a M. Claude Vizio. Donc, Claude, qui est évidemment un militant ici dans la circonscription de Marie-Victorin, qui a répondu, en fait, c'est une question sur l'indépendance, sur la souveraineté. Et donc, elle se lit comme suit, la question de M. Foisy. Bonjour Catherine, est-ce que tu penses que l'idée de la souveraineté est une idée, une idéologie du passé ou non? Eh bien, évidemment, je pense que je ne surprendrai personne ce soir pour vous dire que je trouve qu'au contraire, pour moi, la souveraineté, l'idée de l'indépendance du Québec, elle est plus actuelle que jamais. Puis d'ailleurs, je sors tout juste d'une entrevue avec le journal Le Devoir, une entrevue qui sera diffusée en ligne dans les prochains jours, où je parlais au fond du fait que pour les jeunes de ma génération, c'est qu'on n'a jamais été sensibilisés à cet enjeu-là, aux arguments en faveur ou en défaveur de la souveraineté. Bref, les débats constitutionnels se sont faits sans nous et c'est pour ça que les jeunes ne sont pas encore positionnés sur la question de l'indépendance. C'est pas qu'ils sont plus fédéralistes, c'est que simplement, ils n'ont pas pris position, ils sont très curieux. Moi, je l'ai vu dans ma tournée des cégeps, des universités, les jeunes Québécois se posent énormément de questions lorsqu'on aborde l'enjeu parce que nous n'étions pas là lorsque les débats se sont faits la dernière fois. Alors, si on fait une grande campagne de pédagogie de notre projet de pays, bien, c'est clair que les jeunes vont embarquer. Parce que vous savez ce qu'on disait aussi en 1995, juste avant la tenue du référendum, on disait la même chose que disent tous les oiseaux de malheur à l'heure actuelle. On disait que l'indépendance s'était dépassée. D'ailleurs, on le disait aussi en 1980, donc c'est pour vous dire que les discours, ils ne changent pas avec les années. Alors, on disait que l'indépendance était dépassée, que la souveraineté, ça se ferait jamais, que les jeunes étaient contre ça parce qu'on était dans une idéologie vers la mondialisation. Bien, savez-vous quoi? En 1995, les jeunes qui sont allés voter pour la première fois au référendum, c'était des jeunes qui étaient beaucoup trop jeunes pour voter au référendum précédent en 1980 et souvent qui n'en avaient jamais entendu parler, imaginez-vous donc. Donc, c'est un peu le même principe qu'aujourd'hui. Les jeunes qui, par exemple, auraient l'occasion de voter à un référendum sur l'indépendance dans le mandat de 2022, ben, n'auraient effectivement pas pu voter en 1995, mais en 1995, le débat s'est fait. Puis les jeunes, au final, savez-vous quoi? Ils ont adhéré massivement à l'idée d'indépendance. Ça a même été la cohorte générationnelle chez qui il y a eu les plus gros taux d'appui à l'indépendance au final, le 30 octobre 1995, lorsqu'il y a eu la consultation populaire. Alors, c'est pour vous dire que ça ne sert à rien de jauger les appuis maintenant. Ce qui compte, c'est quand on vote, c'est quand on fait un débat de société sur la question. Et vous savez, cette question-là est éminemment d'actualité, pas juste au Québec, mais aussi à l'international, quand on voit les Catalans. La semaine dernière, c'était la fête nationale catalane. Il y a eu plus de 1 million de personnes dans les rues de Barcelone pour réclamer l'indépendance de la Catalogne. C'est la même chose. Hier, on fêtait en fait les 3 ans du référendum écossais qui est passé très près de se réaliser aussi. On sait que le mouvement indépendantiste en Écosse est encore fort. C'est les indépendantistes qui sont au pouvoir en ce moment à Édimbourg. Alors, le rêve, il est toujours là. Puis vous savez pourquoi que c'est autant d'actualité aussi à l'ère de la mondialisation? Bien, c'est justement parce qu'on est dans un monde de plus en plus mondialisé et que les décisions se prennent donc de plus en plus à l'international. Il y a des grands forums décisionnels, des grands forums où on discute des enjeux qui touchent l'ensemble des pays de la planète. Et par exemple, quand on parle de l'enjeu environnemental, bien, c'est directement lié. Parce que si on se rapporte il y a quelques temps, quand il y a eu l'accord de Paris sur le climat, bien, qui est-ce qui décidait? Qui avait le droit de participer au débat? C'était les pays indépendants. Le Québec n'avait pas voix au chapitre. Le Québec était là comme simple observateur, alors que pourtant, sur la question de l'environnement, on a une voix unique à apporter. On pourrait être des réels leaders internationaux en la matière. On a des énergies propres. On pourrait faire profiter le monde de notre expertise en participant à ces grands débats qui réunissent les nations de la planète. Mais non, au lieu, on est représenté par le gouvernement du Canada qui, lui, a ses propres intérêts qui sont dans l'Ouest canadien, on va se le dire, vers la production de pétrole bitumineux. Alors, c'est pas du tout notre voix qui est représentée, puis ça, c'en est seulement un exemple.
parce que je pourrais faire référence aussi beaucoup aux accords économiques internationaux, dont il est énormément question, bien sûr, avec, par exemple, toute la question de l'ALENA, etc. Mais on n'est pas autour de la table, là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec la renégociation de l'ALENA par le gouvernement Trudeau. Mais les échos qu'on en a, c'est que l'industrie qui serait prête à sacrifier, c'est l'industrie laitière au Québec, parce qu'il n'est pas prêt à faire aucune concession sur les industries de l'Ontario, parce qu'on sait toujours que pour le gouvernement fédéral, ses intérêts principaux ne sont pas au Québec. Puis, à la limite, est-ce qu'on peut les en blâmer? Moi, c'est pas la décision que je prends. Moi, la décision que je prends, c'est de me dire que le Québec gagnerait toujours à défendre lui-même ses propres intérêts, comme n'importe qui gagne toujours à défendre ses propres intérêts quand on a des intérêts qui sont différents. Il faut qu'on puisse mettre notre point sur la table. Et vous savez, même si le Québec serait un plus petit pays en termes de superficie de population, on serait capable de mettre ce point-là sur la table. Parce que si on pense à l'accord Canada-Union européenne qui avait été négocié il y a quelques temps, donc l'accord de libre-échange, bien, savez-vous quoi? L'accord, au départ, ne faisait pas l'affaire de la Belgique parce que ça venait nuire à l'une de ses industries. Alors, la Belgique a dit que c'était pas question qu'il signe l'accord. Et donc, si la Belgique ne signait pas, l'entente ne tenait plus. Alors, l'ensemble des pays ont dû retourner à la table de négociation pour finalement en venir à un accord qui serait satisfaisant pour les Belges. Et c'est ça la différence d'être autour de la table. Mais on ne peut pas s'opposer si on n'y est pas, puis si on a juste un lobbyiste qui est dépêché au sein du gouvernement fédéral pour faire valoir les intérêts du Québec. Alors, on n'est jamais mieux représenté que par soi-même. Puis c'est pour ça qu'à l'heure de la mondialisation, c'est pour ça qu'en 2018, c'est aussi important que le Québec puisse se représenter par lui-même et donc de défendre nos propres intérêts. Puis là, je pourrais continuer longtemps parce qu'il y a tellement de raisons que moi je vois qui sont nécessaires pour faire du Québec un pays où on pourrait enfin avoir le plein contrôle sur l'ensemble de nos décisions, que ce soit au niveau économique, culturel, de faire valoir notre culture, de faire valoir qui nous sommes dans le monde d'aujourd'hui. Donc bref, non, pour répondre très courtement à la question, non, c'est pas une idéologie qui est dépassée. Alors, maintenant, il y a M. Claude Chasson qui me faisait une genre de question-commentaire en disant qu'au fond, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient poser des demandes d'immigration au Québec et qui avaient vraiment une grande demande pour venir ici et qu'en ce sens-là, c'était tout à fait légitime d'exiger le français. Alors effectivement, moi aussi, M. Chasson, je suis du même avis que vous, que c'est tout à fait légitime. Puis pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la position du Parti québécois sur la connaissance requise du français qui serait demandée aux nouveaux arrivants, en fait, pour les immigrants de la catégorie de l'immigration économique, bien, c'est ce qu'on souhaite mettre de l'avant au Parti québécois parce que c'est ça qui est fait dans plusieurs pays dans le monde, comme en Europe. Je prends l'exemple du Royaume-Uni. Bien, le Royaume-Uni, pour accepter un candidat à l'immigration économique, va demander une certaine maîtrise de la langue anglaise avant d'arriver. Pourquoi? Mais d'abord, ça facilite grandement l'intégration, hein, parce que si une personne arrive ici, ne parle pas la langue et ne connaît pas la culture, ne connaît pas les codes de la société d'accueil, bien dites-vous que c'est deux défis en même temps. Elle doit s'intégrer au mode de vie de la société d'accueil et en même temps, elle doit apprendre la langue. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend quelques mois, voire quelques années, malgré qu'on aimerait réduire évidemment les délais, mais pendant ce temps-là, que ce soit idéalement 6 mois, ou par exemple 1 an si on y va de façon plus réaliste, bien, c'est tout à fait possible d'apprendre le français pendant ce temps-là, dans leur milieu, dans le milieu dans lequel ils sont habitués, dans lequel les personnes sont déjà bien, sont déjà intégrées, de sorte que lorsqu'ils arrivent au Québec, bien, ils aient les outils nécessaires d'abord pour avoir une intégration qui est facilitée, parce que déjà ils peuvent communiquer avec les gens dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans la rue, peu importe, peuvent déjà trouver un emploi parce qu'ils peuvent déjà parler français. Alors ça, c'est un gros avantage. Et pour nous, bien, ça facilite aussi le fait que les budgets qu'on possède, par exemple, en ce moment pour la francisation et l'intégration des immigrants, bien, on puisse les consacrer à 100% aux autres catégories d'immigration, comme par exemple les réfugiés, les demandeurs d'asile aussi qu'on a accueillis en grand nombre l'année dernière, toutes les personnes qui viennent au Québec par le regroupement familial, par exemple. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas sous le parapluie des immigrants économiques, on aurait alors beaucoup plus de moyens pour les accompagner dans le processus de francisation
Parce que la réalité à l'heure actuelle, là, c'est que les 15 dernières années libérales nous ont menés à un fiasco monumental sur la question de la francisation. Les chiffres de la vérificatrice générale ont été sans équivoque. D'abord, il y a juste 30% des immigrants qui s'inscrivent au cours de francisation. Déjà là, il y a un problème. Deuxièmement, dans les 30% qui s'inscrivent, il y en a 90% qui échouent. Alors, imaginez le coup de barre qui est nécessaire à donner si on veut avoir une réelle intégration. Ça prend des réinvestissements majeurs et c'est pour ça que nous, on veut viser la politique francisation 100% pour que tout l'argent qu'on a en ce moment puisse aller dans les autres catégories d'immigration pour leur donner une chance de réussir au Québec. Parce qu'on leur dit, là, venez ici, là, vous êtes accueillis, on veut que vous contribuiez à notre société. Mais de l'autre côté, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a même pas de place dans nos cours de français. On n'a pas de place dans nos cours de français pour eux. Puis on veut qu'ils apprennent le français pour pouvoir travailler. Puis de l'autre côté, on leur dit, si vous avez une place, vous allez recevoir une petite compensation minuscule pour recevoir les cours de français. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une famille à nourrir? C'est sûr que ça ne correspond pas. Alors là, on va avoir tendance à quitter, à essayer de trouver un travail pour lequel on ne demande pas la connaissance du français. Donc bref, on aide en aucun cas la situation autant de la langue que de l'intégration des immigrants en agissant ici. Puis c'est vraiment ce qui a motivé la politique francisation 100% que nous mettons de l'avant au Parti québécois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'entrevue que j'ai donnée à ce sujet-là à Paul Arcan cette semaine. En fait, c'était un débat avec les candidats d'autres formations politiques. Ça a été l'occasion de peut-être débroussailler là, ce que chacune des formations on propose. Puis, on aurait aimé avoir plus de temps, bien entendu. Puis d'ailleurs, j'ai fait aussi un débat sur la situation de la langue française sur la chaîne MaTV. Peut-être certains d'entre vous l'avaient vu. En fait, ça passe un peu en continu. Juste moi, hier soir, je rentrais chez moi, j'ouvre ma télé et c'était le débat. Donc, vous aurez probablement l'occasion de le revoir aussi sur la chaîne. Sinon, vous pouvez aller le voir en ligne aussi sur le site web de MaTV. Ensuite, toujours M. Chasson me pose une autre question. Il me demande... les chauffeurs d'autobus scolaires ne devraient-ils pas, eux aussi, avoir la parité salariale avec les chauffeurs d'autobus scolaires ontariens, comme les médecins? Si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Écoutez, vous avez là un très bon point. Hein? Vous l'avez probablement remarqué dans le débat des chefs la semaine dernière. On disait constamment sur l'Ontario, qu'il fallait se comparer à l'Ontario. On avait quasiment l'impression, d'ailleurs, que François Legault là, se présentait pour devenir premier ministre de l'Ontario à l'entendre parler. C'était un peu ridicule. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, là, c'est qu'il ne faut pas se comparer à l'Ontario. L'Ontario, il y a un coût de la vie qui est 17% supérieur au coût de la vie au Québec. Ça veut dire que ça coûte 17% plus cher se loger. Ça coûte 17% plus cher se nourrir. Donc, les salaires, nécessairement, ne doivent pas être équivalents. Si on donne un salaire équivalent à l'Ontario, ça veut dire que tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus grand au Québec. Alors, il ne faut pas aller dans les comparaisons aussi faciles que ça. Les comparaisons ne se valent pas nécessairement. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, quand on dit que les médecins, par exemple, doivent être payés autant qu'en Ontario, et même là, on les paye encore plus qu'en Ontario, c'est problématique. Puis là, il y a des partis qui vous disent « Ah, il faut attendre de voir, là, ça va être quoi la réévaluation salariale des médecins en Ontario? » Parce qu'ils voudraient qu'on les paye encore plus, parce qu'on voudrait qu'on les accote encore si le salaire des médecins va à la hausse. Mais nous, on est tannés, là. On ne va pas se fier sur l'Ontario pour décider de combien on paye nos médecins au Québec. On va regarder c'est quoi le coût de la vie ici, c'est quoi la capacité aussi de notre État à payer. Puis on trouve que les médecins, ils doivent être bien payés, mais sincèrement, ils le sont déjà très bien. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que ça suffit. L'argent supplémentaire qu'il y a en santé, c'est pas vrai qu'on va encore les donner aux médecins. On va le donner aux autres professionnels de la santé qui font un travail incroyable, eux aussi. Ils font un travail incroyable pour donner des soins et ils sont présentement surchargés. Qu'on pense aux infirmières, qu'on pense aussi aux infirmières auxiliaires dont on ne parle pas assez souvent, qu'on pense aux préposés aux bénéficiaires qui font un travail extrêmement difficile, peu valorisé, et pourtant on devrait le valoriser parce que c'est un travail tellement important qu'elles font auprès des personnes malades, des personnes aînées, dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, partout aussi dans les soins à domicile. Donc c'est là que doit aller la priorité. On doit aussi soutenir les proches aidants, on doit offrir du répit
à domicile. Nous, on veut augmenter le soutien à domicile, on veut augmenter les ressources pour que les gens puissent rester le plus longtemps chez eux, là où ils sont le mieux. Et c'est ça les priorités qu'on doit mettre de l'avant dans notre système de santé. Donc, c'est pas un tsunami David, non, ils sont capables. Alors, imaginons maintenant un système de santé où il pourrait y avoir des portes d'accès justement beaucoup plus faciles, qu'on ne soit pas constamment obligé d'aller voir un médecin. Puis pour eux aussi, ça serait mieux, ils pourraient se concentrer sur des cas beaucoup plus compliqués, beaucoup plus urgents, de sorte d'avoir un réseau qui aide vraiment les patients et qui remettent surtout le patient au cœur de la démarche du système de santé, parce que ça a été occulté ces dernières années au profit des structures puis de la centralisation à outrance, ce qui fait en sorte que dans plein de régions du Québec, on est obligé de faire des heures en voiture pour seulement avoir des services de santé minimaux. Alors ça suffit. Il faut amener les services dans les communautés. Nous, on croit à la décentralisation au Parti québécois, alors tout le contraire de ce qui a été fait sous le régime libéral. Et c'est vraiment ça qu'on va mettre en œuvre. Alors ça, évidemment, ça vaut pour les autres professionnels. Là, tantôt, M. Chasson, vous parliez des chauffeurs d'autobus scolaires. Bien, les chauffeurs d'autobus scolaires, mais ça aussi, qu'il faut plus les soutenir. Tu sais, l'ensemble du réseau, autant de la santé que notre réseau de l'éducation, il y a plein de professionnels, on parle des profs, mais tu sais, cette semaine, je faisais aussi un débat sur les bibliothèques. Les bibliothécaires dans nos écoles, elles sont extrêmement importantes aussi. Les chauffeurs d'autobus, toutes les personnes qui contribuent dans notre système éducatif. Nous, on veut qu'il puisse y avoir davantage de valorisation, davantage de soutien, qu'on puisse avoir des seuils de professionnels dans nos écoles pour que les profs soient appuyés aussi, que ce soit l'ensemble du réseau qui puisse en bénéficier. Maintenant, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur l'environnement, que ça vienne de Marie-Laurence Desgagnés, de P.E. Laprise et de M. Pierre-Christian Plante, qui me dit « Vous devriez parler plus d'environnement ». Et oui, M. Plante, je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, je suis très heureuse de voir le mouvement citoyen qui a été lancé sur les réseaux sociaux, qui fait en sorte que les gens s'affichent, qu'ils montrent qu'ils veulent qu'on parle de l'enjeu environnemental de façon beaucoup plus sérieuse. Et savez-vous quoi, maintenant, au Parti québécois, on y a répondu. On a répondu à ces attentes-là parce qu'on ne peut pas passer à côté des enjeux environnementaux. Là, en 2018, c'est beaucoup trop important. On l'a vu au courant de l'été, il y a eu des événements climatiques extrêmes, des canicules de façon répétée. Puis ça, c'est pas étranger là, au changement climatique. L'hiver aussi, disons que les saisons même se raccourcissent. Bref, au Québec, là, on voit les impacts, c'est indéniable. Et c'est comme ça partout dans le monde. Puis c'est inquiétant parce qu'on aura beau parler après ça d'éducation, de santé ou n'importe quel autre enjeu, bien, si on n'a pas une planète qui est en santé, ça vaut pas la peine. Et c'est vraiment la base, c'est la base de tout. Puis on doit redresser la situation et comme je disais tantôt, le Québec est en quelque sorte un leader au plan environnemental. Mais on pourrait l'être encore beaucoup plus. Tu sais, nous, on est chanceux en partant. Là. C'est sûr qu'on est avantagés par nos ressources naturelles. On a l'hydroélectricité, on a tellement d'eau, on a les plus grosses ressources d'eau potable sur la planète, là, littéralement. Et ça, c'est vraiment avantageux pour nous. Mais maintenant, comment est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Tu sais, justement, on a cette énergie propre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2018, on n'est pas plus avancé dans l'électrification de nos transports? C'est une question qu'on doit se poser. Là, on porte une responsabilité. Parce qu'au Québec, il y a 40% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur des transports. C'est énorme. C'est énorme. Alors nous, on veut bien sûr électrifier le réseau d'autobus. On veut donner les moyens aux gens aussi, aux Québécois, de changer vers les voitures électriques. Mais si on veut induire ce changement de comportement, encore faut-il qu'il y ait les infrastructures nécessaires. Vous savez, moi, par exemple, là, je fais la campagne électorale, j'ai une voiture électrique. Puis, je constate une problématique importante au niveau de la disponibilité des bornes de recharge. Des fois, bon, moi, j'ai une voiture qui est usagée, donc la batterie, elle est pas très longue, sincèrement. Tant mieux si on a des batteries plus tard là, qui vont durer plus longtemps. Mais en ce moment, moi, j'ai souvent besoin de me recharger. Puis là, ben, je trouve une borne, mais souvent, elle est occupée. Parce qu'on augmente la vente des véhicules électriques, mais on n'augmente pas le déploiement des bornes électriques. Donc, imaginez-vous, c'est extrêmement difficile, puis ça devient très stressant, puis c'est sûr que ça, c'est un désincitatif à avoir une voiture électrique. Alors, nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est qu'en plus de poursuivre
le crédit qu'on donne lorsqu'on achète une voiture électrique, on va s'assurer qu'il puisse avoir des bornes de recharge dans chacune des stations-service du Québec. Ça va de soi. Il faut que les gens, s'ils l'utilisent, puissent se recharger. C'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va changer les comportements. Mais vous savez, même si on est dans une voiture électrique, ça n'empêche pas que si on est juste une personne par voiture, alors là, on ne règle pas les problèmes de la congestion qui viennent nous toucher directement dans notre mode de vie. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant un plan concret pour favoriser le covoiturage qui va faire en sorte que le gouvernement va donner un incitatif financier à chaque fois que vous allez prendre quelqu'un avec vous dans votre voiture ou que vous allez embarquer avec quelqu'un, de sorte que ce soit vraiment attirant de faire du covoiturage. Puis avec ça, on prévoit enlever 100 000 voitures des routes. Donc, imaginez l'impact autant sur la qualité de vie, donc la diminution du trafic, que sur l'émission de gaz à effet de serre. Mais on ne s'arrête pas là parce que vous savez qu'on a aussi un projet extrêmement ambitieux de développement du transport en commun qui va dans les normes environnementales. On veut diminuer drastiquement l'émission de gaz à effet de serre du secteur des transports. Pour ça, il faut que les Québécois soient convaincus d'abandonner la voiture solo pour embarquer dans les transports en commun. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il faut améliorer l'accessibilité. Souvent, les gens ne choisissent pas le transport en commun parce que ce n'est pas une solution qui est adaptée, par exemple, à leur horaire de travail. Parce qu'il y a juste un autobus, par exemple, à chaque 2 heures qui passe pas loin de chez eux. Ou bien qu'il faut qu'ils prennent leur propre voiture, qu'ils se déplacent, qu'ils se trouvent un stationnement pour finalement aller emprunter le transport en commun. Ça non plus, c'est pas très attirant. Alors nous, avec le projet du grand déblocage au Parti québécois, on veut amener le transport en commun beaucoup plus près des gens. Et donc, notre projet, par exemple, ici spécifiquement à Longueuil, ce serait de partir de la station de métro et donc de prolonger la ligne jaune avec un tramway. Donc pourquoi un tramway? C'est parce que c'est une technologie qui est efficace, qui a fait ses preuves, elle est utilisée dans plus de 20 villes en Amérique du Nord. Il y a juste au Québec, apparemment, qu'on ne l'utilise pas. Pourquoi s'en priver? Donc je pense qu'on doit se mettre à jour aussi sur ce qui se fait ailleurs. C'est une technologie qui se déploie beaucoup plus rapidement aussi que d'autres modes de transport plus lourds. Imaginez, c'est sûr que c'est beaucoup plus long de creuser un métro, par exemple, et beaucoup plus cher que de faire un tramway en surface. Ici, à Longueuil, on pourrait totalement le faire passer, par exemple, sur bord de l'eau, après ça, aller sur Roland-Terrien pour le faire monter au cégep Édouard-Montpetit. Bien sûr, les scénarios seront à évaluer, mais c'est clair que pour nous, on veut arrêter au cégep Édouard-Montpetit, on veut arrêter à l'aéroport de Longueuil-Saint-Hubert, au futur site de l'usine Molson, et venir finalement se connecter à la gare de Longueuil-Saint-Hubert pour vraiment venir connecter notre réseau de transport en commun vers l'Est. Mais on ne veut pas s'arrêter là, on veut aussi desservir l'Ouest. Alors nous allons faire le tramway toujours à partir de la station Longueuil jusqu'au terminus de Panama via le boulevard Tachereau. Ça, c'est un projet qui est vraiment attendu. Et finalement, on veut aussi se rendre jusqu'à Saint-Constant, vers l'Ouest, parce que les gens se déplacent de plus en plus sur la rive sud. Donc, oui, c'est bien beau de pouvoir se rendre à Montréal, mais si les gens travaillent davantage ici dans notre région, il faut leur donner les moyens de se déplacer vraiment à l'intérieur même de la rive sud. Et c'est un des buts aussi du grand déblocage, de sorte à ce que les gens délaissent finalement leur voiture et avoir un bon impact environnemental. Notre plan pour la lutte contre les changements climatiques, il est ambitieux, il ne se limite pas seulement au secteur des transports. Il y a aussi les industries qui sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus aussi, on veut accompagner nos entreprises pour qu'elles fassent une transition énergétique efficace, qu'elles puissent migrer de plus en plus vers des énergies vertes. Alors ça va passer par des crédits d'impôt notamment. Et d'ailleurs, le Parti québécois, lorsque nous allons être au pouvoir au mois d'octobre, nous allons adopter le premier budget vert du Québec. Ça veut vraiment dire d'avoir cette conscience d'accorder justement les crédits d'impôt pour nos entreprises nécessaires pour accompagner la transition énergétique. C'est extrêmement important. Puis c'est en ce sens-là aussi qu'on va faire adopter la loi anti-déficit climatique. Ça, c'est une loi qui va forcer le Québec à respecter ses engagements internationaux en matière d'environnement. Donc, en matière d'émissions d'effets de gaz à effet de serre. Et donc, de faire en sorte que peu importe qui sera au pouvoir dans l'avenir, mais que tous les gouvernements soient tenus de s'y respecter. Ça, c'est une première. On est les seuls. On est les seuls à proposer ça dans la présente élection. On veut lancer un grand chantier aussi de rénovation de nos bâtiments, donc vers les énergies propres. Encore une fois,
On veut favoriser donc l'établissement de toits verts pour briser les îlots de chaleur. On sait que dans les milieux urbains, comme ici dans Marie-Victorin, c'est vraiment une problématique. La semaine passée, je rencontrais d'ailleurs la Fondation David Suzuki à cet effet-là. Donc, on a énormément d'îlots de chaleur ici à Longueuil. Puis c'est sûr que de favoriser l'établissement de toits verts, de toits blancs, ça va aider la situation et ça a un impact très concret. On veut aussi que le gouvernement puisse donner l'exemple. Alors, vous savez, on a la Caisse de dépôt et de placement qui gère le bas de laine des Québécois. Puis en ce moment, mais la Caisse investit parfois dans les énergies fossiles. Ça, il faut que ça arrête. Il faut que notre argent de notre bas de laine collectif serve des énergies propres, qui d'ailleurs vont être bénéfiques là, pour l'économie québécoise, étant donné qu'on est une économie qui est basée justement sur les énergies vertes. Ça ne doit pas seulement s'arrêter là. L'État québécois doit aussi mettre en place une feuille de route pour l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire miser sur le concept des 3 R. Donc, réutiliser, récupérer, de faire en sorte de diminuer la surconsommation aussi dans les ministères. Donc, numériser aussi les documents. Bref, aller vers des technologies d'avenir qui vont faire en sorte de réduire notre empreinte carbone. Et parlant de réduire notre empreinte carbone, on veut aussi miser sur l'achat local. On veut qu'au moins 50% des produits qui soient utilisés, par exemple, dans les institutions gouvernementales, dans les écoles, dans les hôpitaux, soient, par exemple, des aliments du Québec. Donc, encourager aussi notre agriculture. C'est des gestes comme ça qui vont faire la différence et qui vont encourager aussi l'ensemble des Québécois à poser des gestes individuels pour que, combinés aux actions collectives, on soit capable d'avoir un réel impact sur la lutte au changement climatique, non seulement à l'échelle locale du Québec, mais un jour, je l'espère, en tant que pays indépendant sur la scène internationale, parce que oui, c'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il est extrêmement important de réaliser la souveraineté du Québec, comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Alors maintenant, puisque j'avais beaucoup de questions sur l'environnement, je trouvais ça important quand même de vous parler de façon détaillée de notre plan. Il y a quelqu'un qui me demande, Madame Nicole Blot, qui a une question assez intrigante et je vous reviens pour vous dire pourquoi. Donc, Madame Blot se demande si la remontée du Parti québécois peut aider le Parti libéral. Moi, je vous dis, Madame Blot, rassurez-vous, la remontée du Parti québécois, ça aide le Parti québécois, ça aide à faire en sorte qu'il puisse y avoir une victoire du Parti québécois le 1er octobre prochain. Parce que vous savez, quelque chose qu'on entend énormément sur le terrain, c'est la volonté de changement. Les gens sont tannés, ils ne veulent plus du Parti libéral au pouvoir, ça, on s'entend. Mais là, depuis le début de la campagne, on voit à quel point la CAQ n'est pas prête à former le gouvernement, à quel point M. Legault a un déficit de crédibilité là, qui, ma foi, s'aggrave de jour en jour. Donc, on voit, puis de l'autre côté, il y a Jean-François Lisée qui mène une campagne extrêmement positive. Notre équipe, on est présent sur le terrain, nos organisations sont créatives, sont dynamiques partout à travers le Québec. Donc, c'est pas pour rien, les Québécois voient de plus en plus que la solution, le vrai changement, le changement positif pour le Québec, c'est le Parti québécois. Et hier, les derniers chiffres du sondage léger montraient bien que le Parti québécois, au fond, c'est le deuxième choix là, des électeurs aussi qui penchaient peut-être vers la CAQ. Même le deuxième choix, on est les deuxièmes choix de tout le monde. Alors, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer parce que la CAQ a perdu sa crédibilité, les gens changent et s'en vont au PQ. Hier, vous l'avez vu sur ma page Facebook, j'ai mis un extrait des lignes ouvertes au 98.5 qui dénotait très bien ce qu'on entend en ce moment là, sur le terrain. Que les gens qui pensaient voter CAQ au début de la campagne, vous voyez qu'au fond, le chef là, qui prenait le plus au sérieux les enjeux auxquels le Québec va devoir faire face dans les prochaines années, c'était Jean-François Lisée. Et donc, l'homme en question disait que c'était clair maintenant pour lui que c'était le Parti québécois, puis que pour lui, c'était clair dans son esprit que c'est le Parti québécois qui allait remporter les élections. Parce que si tout le monde qui a la volonté de changement décide de se tourner vers le PQ, ben, les libéraux, on n'en parle plus. On va la remporter, l'élection. Puis le changement pour le changement, ben, les gens voient bien qu'au final, la CAQ et les libéraux, ça se vaut. Ils se sont échangés des joueurs. Il y a des caquistes qui sont des libéraux maintenant, des libéraux qui sont devenus caquistes. Bref, les gens qui sont allés à la CAQ aussi, c'est beaucoup par opportunisme parce qu'au début de la campagne électorale, ils étaient très hauts dans les sondages, mais je pense que ça commence à transparaître. Puis nous, au PQ, on l'a toujours dit, on est des vrais, on est des gens qui sont là pour les convictions, peu importe les sondages. Tant mieux là, si là, ça va mieux, si le vent
tourne. Nous, on est prêts à incarner le changement que les Québécois attendent. On est prêts à incarner le gouvernement dont les Québécois vont enfin être fiers. Puis ça commence à partir du 1er octobre. Alors, je vous invite à regarder la suite de la campagne. Vous allez voir à partir de demain aussi avec le prochain débat des chefs, ça va probablement cristalliser l'idée de plusieurs qui sont retournés dans la catégorie des indécis. Il faut le dire, les indécis n'ont jamais été aussi hauts, même depuis l'été, depuis le début de la campagne électorale. Puis nous, on a très confiance de pouvoir les convaincre de basculer du côté du Parti québécois. Alors, c'est le scénario qui, on l'espère, se dessine dans les prochaines semaines. En même temps, on est loin de prendre les choses pour acquis, hein, je vous rassure. On travaille extrêmement fort, on fait des longues journées, mais comme je disais, on sent qu'il se passe quelque chose. Puis ça, c'est sûr que ça nous donne une grande poussée d'adrénaline pour la suite. Je vais aller voir maintenant du côté de vos questions de la soirée. Je suis certaine que vous en avez quelques-unes, que vous en avez plusieurs. Il y a Mathieu Desilets qui me demande « Que pensez-vous du salaire minimum à 15 $ de l'heure? » Alors nous, on est favorable au salaire minimum à 15 $ de l'heure, il faut le dire, parce que c'est vraiment important. Il y a des gens en ce moment, on le voit, là, qui travaillent et qui pourtant ne sont même pas capables de subvenir à leurs besoins de base. Moi, je le constate par exemple ici dans Marie-Victorin, auprès de mes organismes communautaires. Il y a de plus en plus de banques alimentaires qui reçoivent des travailleurs parce que les gens qui travaillent à temps plein ne sont même pas capables de subvenir à leurs besoins avec le salaire minimum qui est actuellement trop bas. Donc, nous, on veut le faire. On veut le faire rapidement, sur 4 ans. Donc, dans notre premier mandat, on va se rendre à 15 $ de l'heure. Donc, on va le faire progressivement parce qu'on ne veut pas non plus avoir un impact qui est trop grand, notamment là, sur l'inflation, parce que je sais que M. Desilets, ça avait l'air d'être votre préoccupation, là, que ça fasse augmenter le prix donc des biens de tous les jours, donc au final, l'inflation. Mais heureusement, on a vu ce que ça a fait, par exemple, en Ontario, qu'il y a eu à peu près une augmentation salariale, je vous dirais à peu près du même ordre, mais de façon beaucoup plus rapide, où ça a vraiment été du jour au lendemain. Puis l'impact négatif sur l'économie que certains prédisaient n'est pas arrivé. Alors là-dessus, on peut être rassuré. Par contre, nous, on veut quand même le faire un peu plus progressivement que ce qui a été fait en Ontario parce que on veut prendre le temps d'accompagner nos petites moyennes entreprises et aussi les organismes communautaires qui pourraient avoir un coût là, plus important à absorber, de même que nos petites entreprises agricoles, aussi les agriculteurs qui vont avoir plus de difficultés. Mais on pense vraiment qu'en le faisant sur une période de 4 ans, ça va venir aider donc les travailleurs plus précaires, puis en même temps d'assurer un plus juste revenu pour tous sans avoir d'impact négatif sur l'économie, même au contraire, parce que si on gagne plus cher, on contribue aussi davantage au trésor public. Alors au fond, c'est une mesure qui se compense. Simon Veilleux me demande « Que pensez-vous de la démocratie directe modèle suisse? » Bon, la Suisse, c'est un modèle vraiment intéressant où chaque citoyen, s'il recueille un assez grand nombre de signatures, par exemple, dans le cadre d'une pétition, peut demander un référendum sur un sujet. Ce qui fait en sorte que la population est consultée beaucoup plus souvent que seulement aux 4 ans, par exemple. C'est clair que c'est intéressant parce que si on prend les sondages au Québec, il y a plus de 80% des Québécois qui veulent être consultés plus souvent, qui veulent être impliqués davantage dans la démocratie. Parce que ça ne suffit pas, on va se le dire, là, ça ne suffit pas d'aller voter une fois à chaque 4 ans puis de donner un chèque en blanc au gouvernement. Puis moi, je crois qu'effectivement, si on veut rebâtir la confiance entre la classe politique et les citoyens, il faut qu'on ait davantage de canaux de communication. Il faut que les citoyens aient davantage d'occasions de se faire entendre. Alors, c'est sûr que la question des référendums d'initiative populaire, elle est intéressante. Il y a toutes sortes de moyens technologiques aussi qu'on pourrait mettre en place pour consulter davantage la population. Si on est quand même en 2018, il y a des choses qui existent ailleurs dans le monde qui sont super intéressantes. D'ailleurs, si vous avez un intérêt sur la question, un intérêt que je partage par ailleurs, sachez que j'y ai consacré une partie d'un chapitre de mon livre « L'audace d'agir » pour ceux qui l'ont lu. Donc, c'est des questions qui m'apparaissent extrêmement importantes quand on parle justement de rebâtir ce lien de confiance. Et donc, c'est tout à fait intéressant de se baser sur ce qui se fait ailleurs de chez nous. Cédric Tiquette me demande en quoi le PQ se démarque de QS pour l'environnement. Donc, tantôt, j'ai pu faire état justement de notre plan très ambitieux pour lutter contre les changements climatiques.
Mais ce que j'ai dit également, c'est que c'était un plan qui était pragmatique. Alors, nous, on sait qu'on est capable de le réaliser. D'abord parce que le Parti québécois peut prendre le pouvoir dès cette année, dès le 1er octobre. Donc ça, c'est déjà une façon de pouvoir l'appliquer rapidement. Puis on sait également qu'avec les fonds qu'on va aller chercher, notamment le fonds vert, qui est extrêmement mal utilisé présentement, mais on est capable de faire une différence qui est significative. Donc, avec les revenus que nous avons, parce que, bon, des fois, on aimerait beaucoup pouvoir compter sur des nouveaux revenus, et je vous assure que s'il y avait 12 milliards de dollars qu'on pouvait aller chercher aussi facilement que le Printemps Québec solidaire, on l'aurait. Hein? Tout le monde aimerait ça investir beaucoup plus d'argent, mais en même temps, on ne veut pas augmenter non plus le fardeau fiscal des Québécois. Par contre, on veut aller chercher l'argent là où elle est, hein, parce qu'il y a des gens qui profitent du système à l'heure actuelle, des multinationales qui détournent des fonds, et des gens qui ont recours aux paradis fiscaux. Sinon, on veut retourner cet argent-là au Québec. Donc, on va mettre fin à toutes les conventions fiscales qu'a le Québec avec des paradis fiscaux. Là, ça, c'est fini. Là, fini la récréation. Fini le détournement aussi des profits à l'étranger pour les multinationales. On va mettre en place des mesures très, très fortes contre les paradis fiscaux, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir récupérer des millions de dollars qu'on va utiliser ensuite dans des programmes, par exemple, pour appliquer nos projets environnementaux. Puis, tu sais, quand je parlais tout à l'heure des transports, il faut savoir qu'il y a déjà de l'argent qui est sur la table. Nous, bien sûr, il y a le projet du REM, donc qui est un projet de 8 milliards de dollars qui ne répond pas du tout aux besoins d'abord de la population, qui ne réduit presque pas les émissions de gaz à effet de serre parce que les gens vont devoir utiliser leur voiture pour se rendre au REM. Donc, c'est totalement incohérent, qui va faire en sorte que seulement quelques centaines, voire quelques milliers, mais c'est vraiment pas un nombre qui est significatif, de personnes qui vont emprunter le transport en commun chaque jour. Bien, nous, on pense qu'avec cet argent-là, on est capable de développer un réseau de transport en commun beaucoup plus ambitieux. Puis si on prend Québec solidaire, par exemple, eux, alors qu'ils ont déchiré leur chemise là, sur le REM dans les dernières semaines, dans les derniers mois, tout à coup, ils veulent le garder. Puis c'est un beau 8 milliards qu'on veut mettre pour un projet qui ne répond pas du tout aux besoins de la population. Donc oui, c'est important d'avoir des projets, mais là, il faut être sérieux. Il ne faut pas mettre de l'argent dans un trou. Il faut mettre de l'argent là où ça compte, là où ça va faire une différence. Si on est sérieux dans la réduction des gaz à effet de serre, si on est sérieux dans le fait qu'on veut favoriser le transport en commun pour nos concitoyens, c'est pas du tout dans un projet comme le REM qu'il faut mettre notre argent, il faut mettre la priorité à la bonne place. Donc, c'est une question d'être responsable aussi avec les fonds publics, d'être responsable, mais en même temps d'avoir un impact qui est concret, qui est rapide aussi. Puis c'est ça qu'on veut faire au Parti québécois dès le 1er octobre prochain. Il y a James Alberto Tobon qui me demande quelle est la politique culturelle face à la globalisation et à l'américanisation, donc les Netflix, Amazon de ce monde, par rapport aux produits québécois. Comment va-t-on s'adapter aux nouvelles réalités de ses concurrents? D'ailleurs, nous, Parti québécois, quand on a annoncé notre plateforme en matière de culture, on a dit que pour nous, c'était vraiment important que sur les plateformes numériques, on puisse mettre en valeur justement les produits culturels québécois. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va nous guider, accompagner nos entreprises aussi vers le numérique. C'est certain que c'est vraiment important. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans la politique culturelle dernièrement. Nous, on le remet pas en question. Là. Je m'étais fait poser la question cette semaine dans un débat sur la culture. On pense que c'est bien qu'il puisse avoir effectivement beaucoup d'argent en culture. Encore faut-il avoir les priorités aussi à la bonne place. Alors oui, nous, on veut mettre en valeur le contenu québécois. On va appliquer les taxes aussi à Netflix, à Amazon. Ça fait longtemps qu'on s'y est engagé. On a réitéré aussi notre proposition la semaine dernière avec Nicolas Marceau, notre porte-parole en matière de finances, et évidemment notre chef Jean-François Lisée. Alors ça, c'est notre intention. Sylvain Métivier qui me demande, étant un employé du gouvernement, je vous pose la question, avez-vous l'intention de couper des milliers de postes gouvernementaux comme le propose la CAQ? D'ailleurs, je vais vous dire, là, je vais faire une petite parenthèse, c'était très drôle parce qu'on a eu notre débat local ici dans Marie-Victorin la semaine dernière et il y a eu, donc, on devait poser des questions là, à nos adversaires des autres différents partis. Et malheureusement, j'ai pas pu faire partie de cette discussion-là, mais la candidate de la CAQ ici dans la circonscription de Marie-Victorin s'est fait poser la question par un autre candidat à savoir où est-ce qu'elle allait couper dans la fonction publique et la candidate caquiste a été littéralement incapable de répondre
où allaient être coupés ces postes. Donc, il n'y avait aucun plan de la part de la CAQ. Puis moi, je comprends les gens du secteur public d'être inquiets par rapport à la possibilité de l'avènement d'un gouvernement caquiste parce qu'ils ont l'air de totalement dévaloriser la fonction publique. Encore une fois, s'il y avait 5000 postes de trop ou encore plus de postes de trop dans la fonction publique, on le saurait. La réalité, c'est que beaucoup de gens dans la fonction publique qui, au contraire, vivent des situations de surménage. On sait, on est en pénurie d'emploi, ça touche aussi la fonction publique en passant. Il y a beaucoup de gens qui sont surchargés. Écoutez, nous, on pense que la priorité, ça doit être mis dans les services à la population. C'est vrai que ce pas tous les fonctionnaires qui donnent des services directs à la population, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va commencer à dire qu'on va couper des inspecteurs en environnement, par exemple, parce que c'est ça que la CAQ veut couper? Donc, c'est pas vrai que chaque personne qui donne pas un service direct à la population n'est pas importante dans notre système. Il n'y a pas de poste en trop. En tout cas, nous, on n'en voit pas à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on peut rendre les services publics plus efficaces. On ne pense pas que c'est au niveau des fonctionnaires. C'est très populiste de dire qu'on va couper les fonctionnaires. Écoutez, si on ne veut pas toucher aux services, nous, en tout cas au Parti québécois, on ne veut pas toucher aux services. On veut au contraire que les Québécois en aient plus pour leur argent. Donc, rendre l'État plus efficace. Quand on parlait d'un État au gym et non pas au régime, donc pas d'austérité, mais en même temps de l'efficacité. Il n'est donc pas question de couper aucun poste de fonctionnaire. Je vous rassure, Monsieur Métivier. Maintenant, il y a Mme Joanne Réville qui me demande je sais que les programmes aux familles et aux plus démunis sont importants, mais les personnes seules sont souvent négligées. Pourtant, ils n'ont qu'un seul salaire au lieu de deux. Pourquoi il n'y a jamais d'aide pour eux? Puis vous avez raison, Mme Réville. Moi, j'ai fait la tournée Solidarité en action avec mes collègues Dave Turcotte et Aaron Lebel. On est allé faire le tour du Québec à la rencontre des organismes communautaires, donc auprès des gens qui œuvrent, qui donnent des services auprès des plus démunis. C'est vrai que la situation des personnes seules, elle est préoccupante, puis de plus en plus aussi des personnes seules qui sont des personnes âgées. Donc, le visage de la pauvreté, il est en train de changer au Québec. Puis oui, il y a eu beaucoup de programmes pour les familles démunies, malgré qu'on puisse encore en faire plus, parce que si je prends seulement la question du logement, c'est très difficile pour les familles de se trouver un logement social adapté lorsqu'ils ont plusieurs enfants. Souvent, les logements sociaux sont très petits parce que le gouvernement va donner un montant qui est le même pour chaque unité de logement, ce qui fait en sorte que ceux qui vont développer les projets de logement social vont être beaucoup moins tentés de faire des grands logements puisque de toute façon, ils ont le même montant pour en développer un avec 2 chambres par rapport à 3 chambres. Nous, ce qu'on dit, c'est donc qu'on veut donner un bonus pour être capable de faire des plus grands logements. Ça, c'est bien sûr pour la question des familles, mais je pense qu'il faut avoir une attention aussi toute particulière pour les personnes seules qui sont de plus en plus nombreuses à vivre des situations de précarité. Vous avez raison, qui doivent composer avec un seul salaire. C'est pas mal plus dur de payer un loyer quand on est tout seul à le payer que quand on est 2 personnes. Ça, c'est clair et net. Donc oui, inquiétez-vous pas, on va avoir une pensée toute particulière pour nous. C'est à la base de notre philosophie au Parti québécois aussi, de pouvoir prendre soin du monde, de tout le monde. Donc, d'inclure l'ensemble de la population dans notre vision, de pouvoir appuyer, de se baser sur la solidarité de notre société pour pouvoir donner un coup de pouce à tout le monde, puis à permettre aux gens de réaliser aussi leur potentiel, puis d'être bien, tout simplement, de pouvoir vivre heureux, de pouvoir avoir les moyens, de pouvoir répondre à ses besoins de base et encore plus. Alors ça, c'est sûr que ça fait partie de notre vision. Alors, vous pouvez compter sur nous, Mme Réville, en ce sens. Il y a Hugo Soucy qui me pose une question très sympathique. Il me demande « Est-ce que tu aimes ta Nissan Leaf? » Donc ça, c'est la voiture que j'utilise pour la campagne électorale. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me manquer si vous me croisez. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont croisé. Vous pourrez l'écrire dans les commentaires. J'imagine que M. Soucy, vous m'avez vu ou bien vous avez vu la photo que j'ai mise sur ma page Facebook. Et donc, la voiture, la Nissan Leaf, en fait, elle appartient à mon directeur de campagne, Louis-Philippe Prévost, qui a accepté gracieusement de me la prêter pour la durée de la campagne, puisqu'on fait vraiment une campagne zéro émission, zéro déchet. À mon local électoral, on fait du compost, on réutilise, donc on met en application les principes mêmes que nous valorisons. Tantôt, quand je disais de donner l'exemple, c'en est aussi un bon exemple, comme on dit. Et je suis vraiment surprise. J'adore ça. Moi, habituellement, là,
Je suis plutôt fan de garder ma voiture. J'aime pas ça conduire les voitures des autres non plus. Je suis habituée dans ma petite Honda Fit. Moi, c'est une Honda Fit que j'ai. Donc, quand même, une petite voiture, ça consomme pas trop. Mais ça fait vraiment toute la différence. Et j'adore la Leaf. Au fond, le seul problème, c'est que mon auto, c'est ça que j'utilise présentement, elle n'a pas beaucoup d'autonomie parce que c'est un vieux modèle. C'est parmi les premiers modèles de voitures électriques qu'il y a eu. Donc, la batterie, en plus, elle est usée. Donc, je dois vraiment souvent me recharger. C'est vraiment le côté négatif. Mais autrement, j'adore la conduite. Je suis vendue maintenant à la voiture électrique. Comme je dis, la seule chose qu'il faudrait, c'est davantage de bornes. Ou bien d'avoir une auto qui a plus d'autonomie. C'est sûr que ça viendrait aider parce que j'aurais pas besoin de me brancher constamment. Mais donc, je pense que les deux combinés, ça va faire en sorte que ça soit vraiment attractif, la voiture électrique. Franchement, depuis le début de la campagne, j'ai même pas dépensé l'argent que ça me coûte pour un plein là, en termes d'électricité. Puis pourtant, j'ai pas de recharge chez moi, donc je me recharge sur les bornes qui coûtent quand même plus d'argent qu'une borne à domicile. Et donc, c'est super économique et moi, je le recommande à tout le monde. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait plus d'incitatifs parce qu'on s'entend que c'est pas encore tout le monde non plus qui peut se le payer. Quoique je voyais aujourd'hui, je pense que j'ai lu une chronique là-dessus, c'est que de plus en plus maintenant, puisque ça commence à faire quelques années qu'il y a des voitures électriques sur le marché, mais il y a des voitures électriques usagées qui sont disponibles. Puis maintenant, il y a un crédit aussi qui fait en sorte qu'on peut avoir un rabais sur l'acquisition d'une voiture usagée électrique. Et donc, on peut en avoir une à, grosso modo, un prix relativement similaire à une voiture usagée à essence. Ça devient vraiment attractif. Puis, je vous garantis que vous allez sauver beaucoup d'argent, en plus de réduire fortement votre empreinte environnementale. Donc, moi, c'est sûr, cet automne, je change ma vieille Honda Fit aussi pour une voiture électrique. Ça, à suivre. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des suggestions. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions qui me viennent de la part du public en ligne? Il y a Max Kirby Edmond qui me demande une question concernant le racisme systémique. Pourquoi on ne peut pas avoir une sérieuse recherche là-dessus? Bonne question. D'abord, il y a eu toute la question de la commission sur le racisme systémique. Pourquoi au Parti québécois on s'y est opposé? C'est qu'on avait l'impression, au fond, que le gouvernement libéral voulait utiliser cette commission pour faire de la politique, littéralement, puis un peu se cacher les yeux sur les réelles problématiques, puis empêcher qu'on passe à l'action. Parce que la réalité, c'est que oui, il y en a de la discrimination. Je pense pas que c'est quelque chose qui est dirigé en système. C'est pour ça qu'on rejette l'appellation de racisme systémique. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la discrimination sur le marché de l'emploi. On le reconnaît à 110 %. Puis d'ailleurs, au Parti québécois, on a déposé un projet de loi qui contre directement la discrimination sur le marché de l'emploi et le racisme. C'est ma collègue d'Hochelaga Maisonneuve, Carole Poirier, qui l'a déposé en novembre dernier. Et ça faisait déjà depuis le février précédent, qu'on avait commencé à en parler et à proposer des mesures concrètes au gouvernement. Donc, il s'agit de 20 mesures qui sont encore là très précises, qui permettraient vraiment d'agir à la source. Parce qu'on aura beau en parler du racisme et de la discrimination, si on n'agit pas, bien, on se ramasse avec rien de concret. Si on veut la combattre, la discrimination, il faut qu'on puisse avoir donc des choses à mettre en application. Et nous, on s'est penché là-dessus. On a fait appel à des experts, à ceux qui connaissent la question, de sorte qu'aujourd'hui, on a un projet de loi en main là, qu'on est prêt à adopter dès notre arrivée au pouvoir. On l'a déjà en main. Il a été écrit en collaboration avec les juristes de l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller le voir en ligne. C'est le projet de loi 998. Ça contient, par exemple, une mesure pour la création d'un guichet unique de reconnaissance des compétences. Parce qu'on sait que ça, c'est quelque chose à laquelle se butent énormément les nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui sont bardés de diplômes, mais qui, au final, ne peuvent pas travailler. Vous savez, on a toujours en tête cette image du fameux ingénieur qui est finalement chauffeur de taxi. Ben là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter un peu le lobby aussi là, des ordres professionnels. Mais il faut aussi donner, disons, l'heure juste aux personnes qui souhaitent venir ici. Parce que des fois, c'est vrai que ça prend une certaine mise à niveau selon les programmes de différents pays. Et ça, il faudrait que les personnes qui posent leur candidature à l'immigration économique puissent le savoir à l'avance.
Le problème, c'est qu'on on promet des rêves qui sont brisés une fois arrivés au Québec. On leur dit qu'ils vont pouvoir travailler dans leur domaine en oubliant de dire qu'ils vont avoir une mise à niveau à faire. Ça, il faudrait que ça soit connu directement dans leur pays avant de venir pour qu'ils fassent le choix et qu'ils soient déjà préparés aussi à faire cette démarche-là une fois arrivés au Québec. Mais ça n'empêche pas qu'il faut améliorer la reconnaissance, comme je le disais, avec la création du guichet unique, mais aussi, par exemple, avec la signature d'ententes de réciprocité. Parce qu'il y a des ententes qui existent, par exemple, en ce moment avec la France, il y en a plus de 90 ententes de reconnaissance de compétences. Et Jean-François Lisée, justement, quand il était ministre des Relations internationales, du commerce extérieur sous le gouvernement de Pauline Marois entre 2012 et 2014, eh bien, il avait commencé à négocier de telles ententes de réciprocité avec des pays du Maghreb, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et nous, on veut les remettre en branle. On veut faire en sorte de les signer, ces ententes de reconnaissance des diplômes, parce que les démarches, elles ont déjà été amorcées par Jean-François Lisée lui-même. Et ça, c'est une autre mesure qu'on veut mettre de l'avant pour faciliter aussi la reconnaissance des diplômes et des compétences acquises dans ces pays. Mais on pourrait penser évidemment à le bonifier et puis à signer des ententes de réciprocité comme ça avec bon nombre d'autres pays duquel provient beaucoup des gens qui font le choix du Québec de venir s'établir ici. C'est important. On veut qu'ils puissent avoir aussi des seuils de représentation des minorités visibles dans la fonction publique. Encore une fois, ça revient au même principe que le gouvernement doit donner l'exemple. C'est important. Alors, sur les CA, les sociétés d'État, vous savez qu'on a voté la loi qui donne plus de place aux femmes, qui donne une représentation paritaire aux femmes sur les CA des sociétés d'État. Bien, il y avait aussi la question des minorités qui était incluse dans cette loi-là. Sauf que contrairement pour les femmes, bien, pour les minorités, il n'y avait pas de cible définie. Donc, il manque ça. Il faut qu'on ajoute un peu d'enrobage pour que, oui, il puisse y avoir autant de minorités que la représentation dans la société québécoise, donc 16%. Mais bref, on a toutes sortes de mesures comme ça. Je pourrais vous parler des CV anonymes, qui sont une bonne mesure aussi de lutte contre la discrimination à la première étape d'emploi. Par contre, ça ne peut pas être tout seul. Il faut aussi qu'il y ait de la sensibilisation auprès des employeurs parce que sinon, c'est possible aussi d'avoir la discrimination à d'autres étapes des entrevues d'embauche, par exemple. Alors, c'est des mesures qui vont être combinées, qui vont avoir un impact direct sur la lutte à la discrimination au Québec, sur le marché de l'emploi. Je vous invite à aller consulter le projet de loi. Très rapidement, maintenant, il y a Denis Lalancette, il reste seulement 2 minutes, qui nous parle des projets pétroliers en Gaspésie, Anticosti, Couillard qui était pour ce projet, mis maintenant. Bon, là, ce qui est arrivé là, dans le cas de ces projets-là, puis tantôt j'ai oublié de le mentionner là, dans nos projets environnementaux, c'est que nous, on veut mettre fin au projet pétrolier. On ne veut pas qu'il y ait de nouveaux projets pétroliers au Québec, puis on veut retirer graduellement aussi les permis d'exploitation. Alors, si on veut être cohérent avec notre vision environnementale, il faut qu'on le mette de l'avant. Puis écoutez, le Parti québécois, on n'est pas parfait. Il y a pu y avoir des erreurs dans le passé. L'important, c'est de les reconnaître puis d'aller vers l'avant. C'est sûr que nous, on est un parti qui a déjà été au gouvernement. Alors, on a un bilan à défendre, qui a énormément de positifs, qui a pu avoir aussi quelques erreurs par le passé. Puis nous, on n'a pas peur de le dire et de voir vers l'avant. Puis c'est ça qui est important aussi. Je pense que les gens recherchent une vision d'avenir. Jean-François Landry, pour terminer, dit « Madame Fournier, vous venez de mentionner que le but des ordres professionnels doit cesser. Or, le but des ordres professionnels n'est-il pas de protéger le public? » Évidemment, là, je ne remets pas en question la nécessité des ordres professionnels qui sont extrêmement importants. Même, il y a plusieurs professions qui voudraient avoir un ordre professionnel et je pense qu'on doit examiner la question sérieusement. Par contre, ce que je dis, c'est que souvent, il y a eu certaines tensions là, entre l'acceptation de compétences acquises à l'étranger par les ordres professionnels. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit s'asseoir avec eux pour voir de quelle façon il pourrait être possible de mieux reconnaître les acquis de d'autres pays, par exemple, faire en sorte que les immigrants qui viennent ici puissent avoir une meilleure intégration au marché de l'emploi. C'est vraiment dans cette optique-là. Et bien sûr, les ordres professionnels protègent le public et ils sont extrêmement importants. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Ça va être tout. Je vous invite à nous rejoindre la veille du vote le 30 septembre pour la 3e assemblée en direct. Alors, regardez si vous avez des questions de dernière minute. Ça va être le bon moment de me les poser. Dimanche le 30 septembre à 17h, toujours ici au café Le 3e lieu. Vous pouvez d'ailleurs venir
me voir en direct. Il y avait des gens d'ailleurs ce soir dans l'assistance. Vous pouvez venir me poser vos questions, les écrire et j'ai répondu. Alors je vous dis à la prochaine!